Et on commence le cours qui reprend donc le flambeau du cours sur les sorcières, qu'on a interrompu pendant 2 ou 3 séances pour regarder les œuvres de chacune. Donc un petit résumé des épisodes précédents. Alors, on est parti de la réactivation contemporaine. Vous vous en souvenez de la figure de la sorcière. Et on a montré dans les épisodes précédents, que la figure de la sorcière a émergé au cœur d'un mouvement activiste assez particulier, à savoir l'écoféminisme. L'écoféminisme ayant pour vocation, de faire s'entrecroiser 2 formes d'engagement. D'un côté, la défense des personnes féminisées et de l'autre, la lutte pour, l'environnement. Alors vous connaissez sans doute, le slogan: «Nous ne défendons pas, la nature, nous sommes la nature qui se défend». L'image que l'on voit là, qui est pas particulièrement intéressante, iconographiquement parlant, mais que j'ai prise parce que, elle est extraite, des, manifestations de la ZAD, à Notre-Dame-des-Landes. Donc la ZAD, zone à défendre, et Notre-Dame-des-Landes étant un endroit où un aéroport était, heu, projeté d'être, construit. Heu et où un grand nombre de personnes, impliquées dans la défense de l'environnement se sont retrouvées à habiter, à créer une forme de, hem, d'é d'état dans l'État ou de non-État dans l'État, de zone autonome temporaire. On y reviendra à la prochaine, séance avec la question des pirates. Hem, je nomme la ZAD parce que c'est de cet, endroit que, cette formule a émergé. Nous ne défendons pas la nature, nous sommes la nature qui se défend. C'est de là que cette formule, a émergé et qui, formule est une très bonne synthèse, en fait, de ce que veut dire l'écoféminisme. À savoir quoi? Eh bien, qu'il y a tout un tas d'êtres qui ont été mis du côté de la nature. Hein, historiquement, il y a tout un tas d'êtres qu'on a considérés comme des êtres naturels, à savoir, ben, évidemment, les autres vivants que les êtres humains, mais aussi les êtres humains esclavisés, qui pour cela étaient déshumanisés, hein, bien sûr, et naturalisés, et aussi encore les femmes, qui étaient déshumanisées au sens, là cette fois, de la masculinisation de l'humanité, hein, et qui étaient elles aussi mises du côté, oui, de la nature. C'est encore d'ailleurs une association classique qu'on fait entre certaines images de la féminité et certaines images de la nature. Donc, l'écoféminisme part de l'idée qu'il y a tout un tas d'êtres qui ont été mis du côté de la nature euh, et conteste l'opération qui a consisté à les naturaliser, c'est-à-dire à en faire des êtres de nature. Elle le conteste en disant que c'est aussi une opération de féminisation. L'opération de naturalisation, donc les autres vivants qu'humains, les personnes esclavisées et les femmes, en fait, on en parle comme des êtres féminisés. On parle d'une terre vierge, par exemple, oui, de la nature sauvage. On parle de la passivité comme quelque chose de naturel. On parle de la matière, oui. Tout ça, on parle de la matière comme quelque chose de féminin. D'ailleurs, matière et matrice signifient la même chose. Enfin, signifient la même chose, pardon. S'approchent étymologiquement l'une de l'autre. L'idée de l'écoféminisme, c'est donc, partant de ce constat que naturaliser un objet, c'est-à-dire le considérer comme naturel, et le féminiser, c'est la même opération. Partant de ce constat, l'écoféminisme dit: si on veut démonter ces idées oppressives sur la féminité, si on veut aller jusqu'au bout du féminisme donc, hein, de démonter les idées oppressives sur la féminité, alors il faut faire une alliance bien plus large avec tous les sujets qui ont été féminisés et pas seulement les sujets femmes. Dans ce cas-là, nous faisons une alliance, telle qu'on peut donc dire qu'on ne va plus défendre la nature, comme si la nature c'était pas nous, mais que nous sommes les êtres qui ont été naturalisés, qui nous défendons, contre leurs agresseurs. Oui, ça va, c'est clair comme, comme logique. Moi j'adore cette formule, je la trouve incroyable, et très étonnante, de dire qu'en fait
Pourquoi elle est incroyable cette formule? Parce qu'elle dit que le geste qui, consiste à vouloir défendre la nature est encore un geste oppressif. Oui. Parce que le geste qui consiste à vouloir défendre la nature consiste à porter la nature en dehors de soi, consiste à considérer la nature comme un être passif qui a besoin d'être défendu. Au contraire, la proposition est que l'insurrection vienne de la nature elle-même et que nous en soyons les porteuses. OK. Heu, je mets juste cette petite image, empruntée à, l'un des professeurs de l'école. Ça me permet quand même de faire hommage heu heu, à nos valeureux enseignants. C'est Jürgen, Nefsger qui est le prof de photo, dont toute une partie du travail consiste à aller auprès, des zadistes, du monde, on pourrait dire, hein, tous les résistantes, qui créent des zones autonomes temporaires un peu partout dans le monde pour résister, alors d'abord au nucléaire et puis ensuite, là, c'est en l'occurrence, c'est une photo, c'est des photos, une série de photos que Jürgen a prises, à la ZAD de Bure, qui est un site d'enfouissement de déchets nucléaires, et dans lequel il étudie avec, une assez grande finesse la manière dont ces résistances, s'organisent, je veux dire matériellement, c'est quoi que font les corps là-bas. Et là, comme vous voyez dans cette photo qui est assez bien foutue, où on voit, une des habitantes, à côté de sa cabane, on voit une des habitantes qui se, naturalise, bon, bah, là, en l'occurrence de manière carnavalesque, c'est-à-dire, très littéralement, met un masque de singe, sur son visage, ce qui est évidemment une manière, et donc derrière, il y a ACAB, qui signifie donc, tous les flics sont des salauds en anglais, le A d'anarchiste. Donc il y a une espèce hein, de composition un peu parfaite là dans cette image où on a un rassemblement, de toutes les techniques qui consistent à, résister en se mettant du côté de la nature, Ouais, plutôt qu'en la défendant. Oui. est-ce que tu peux réexpliquer pourquoi la personne porte un masque? Bon alors il y a 2 Son- per ouais, il y a 2 raisons. Enfin, la première, c'est l'anonymation, évidemment, c'est-à-dire qu'elle n'a pas tellement intérêt à être reconnue puisque ce qu'elle fait est illégal. Elle occupe Mhm. un espace, qui est dédié à l'enfouissement des déchets nucléaires, qui a été, je veux dire, privatisé, par, l'entreprise qui s'en occupe. Donc, elle n'a pas intérêt à être repérée, évidemment, mais ce n'est pas le cas de toutes les photos de Jürgen. Mais ce qui est intéressant dans l'image par rapport à l'argument que je fais, c'est qu'elle choisit de prendre un masque d'un autre animal que humain, là, en l'occurrence un singe, ce qui est quand même pas le plus éloigné. Et donc, en fait, elle s'animalise. C'est-à-dire que dans la représentation, la personne qui défend euh, la nature, enfin ce qu'on pourrait appeler qui défend, il faut mettre des guillemets, la personne qui défend la nature, là, se grime de telle sorte qu'elle devient elle-même une représentante de cette nature. Elle prend les Ah, apparats, le visage de la nature qu'elle défend. Du coup, elle devient la nature qui se défend au sens très naturel du terme. C'est comme si, littéralement, là, on avait un singe qui venait défendre. Bien sûr, c'est une forme carnavalesque au sens de, ouais, j'avoue que je c'est comprends pas trop. symbolisation. Ça conforte l'idée que, en gros, l'homme n'est pas un animal, enfin, qu'on est au-dessus et tout ça. Enfin, je, enfin, le côté anonymat et tout, je comprends. Mais ouais, pourquoi un autre animal alors que, enfin, en soi, on en fait partie du règne et je trouve que c'est peut-être se considérer comme supérieur ou je sais pas, comme on l'a fait depuis des millions d'années, quoi. Mhm. Bah, je pense pas, enfin, je pense qu'il n'y a pas d'autres, pour le dire très simplement, je pense pas qu'il y ait d'autres enjeux dans cette représentation que l'anonymisation. Je suis frappé par le fait que le masque soit un masque d'animal, c'est-à-dire qu'il soit là pour signaler l'animalité de la personne qui le parle, qui le porte, pour le dire plus simplement. Tu peux considérer que tu peux dire: «Ah ben, oui, mais du coup, il se considère pas comme animal en faisant ça». Moi, je peux faire l'argument contraire en disant: «Bah, là, il est en train de pointer le fait que lui aussi qu'il est un animal, qu'il se considère lui-même comme un animal. C'est pourquoi il peut porter le masque d'un autre animal qu'humain». Oui. C'est un truc, assez c'est un bon truc linguistique si jamais vous voulez vous l'entraîner à la bouche.
de ne jamais dire, enfin, quand on parle comme ça, de toujours dire c'est un autre animal, plutôt que de dire c'est un animal. C'est un truc tout con, mais rien qu'en disant c'est un autre animal, ce que vous impliquez en permanence, c'est quoi? C'est que vous-même vous en êtes un. C'est cool. Et du coup, ça évite la confusion, parce que c'est très vrai que c'est un autre animal. C'est pas très grave que ce soit un autre animal. Enfin, il est différent. Enfin, un macaque est différent de nous, hein. La différence n'est pas un problème. C'est l'altérisation absolue qui est un problème. C'est la coupure. Ça serait enfin, ça serait stupide. Ça serait contre-productif de nier le fait qu'un macaque est un autre animal que nous. Le problème, c'est de dire que c'est un autre que nous, que c'est un tout autre que nous, ou que nous ne serions pas des animaux nous-mêmes. Nous ne sommes pas, nous ne sommes pas plus différents des autres animaux que les animaux ne sont différents entre eux. Nous ne sommes pas plus différents du macaque que la gazelle est différente du macaque. Mais nier la différence de la gazelle et du macaque serait problématique, au moins épistémologiquement parlant. En tout cas, c'était pour montrer. Oui. Oui, désolée, je vais faire une digression. Non, je t'en prie. Récent. Mais j'ai eu il n'y a pas si longtemps une discussion justement avec quelqu'un à propos de cette différence qu'on fait entre l'animalité et l'humanité. Et je me demandais, enfin moi j'ai clairement pas réussi à gagner le débat, si on peut dire ça comme ça, mais du coup je me demandais comment est-ce que toi t'expliquerais à une personne purement pragmatique et très scientifique en quoi est-ce que on n'est pas si différent entre animaux et humains. La question, ça serait plutôt à quoi sert l'appareil des différences que l'on fait. De dire que nous sommes des êtres vivants différents des autres animaux, oui, en soi n'est pas un problème. Le problème, c'est quelle valeur on attribue à cette différence. Ce qu'on peut pointer, c'est que les différences classiques qui ont été utilisées pour distinguer les animaux humains des autres animaux, que ces différences classiques, qui sont le langage, la culture, le rire, oui, la réflexivité, que ces différences-là, premièrement, ne tiennent pas, c'est-à-dire que la biologie contemporaine prouve qu'elles sont inadéquates pour qualifier la différence entre les animaux humains et les autres animaux. C'est-à-dire là, ça c'est purement un truc factuel. Mais du coup, en quoi c'est inadéquat? Je veux dire au sens que on sait, on a observé. Enfin, voilà, je ne sais pas comment dire, mais il y a pas un seul scientifique, il n'y a pas un seul biologiste qui ne reconnaîtrait le fait qu'il y a, enfin, je veux dire, ils sont une minorité, pour le dire autrement. Et la question, c'est à quoi sont-ils attachés? C'est eux qui pensent encore que cette différence est une différence fondamentale. Et là, on peut ressortir la question de la suprématie. En fait, c'est la question de la différence, de ces différences, c'est une question qui permet d'affirmer la suprématie ou la domination. Ce qu'on peut observer par le seul fait que les mêmes arguments, l'absence de réflexivité, l'absence de langage, l'absence de culture, sont utilisés non pas cette fois pour décrire la différence entre les êtres humains et les animaux, mais pour décrire la différence entre des êtres humains entre eux. Donc, tu vois, en un sens, on peut s'assurer du fait que ces catégories sont des mauvaises catégories, dans la mesure où elles ont une toute autre vocation que celle qu'elles prétendent assurer. À savoir que leur vocation n'est pas d'assurer la différence entre les humains et les autres animaux. Leur vocation est d'assurer une hiérarchie entre les humains, entre eux. Ok, d'accord. Je dirais ça. Ça serait une objection assez simple. Maintenant, la question, du coup, en fait, le problème auquel on est confronté quand on tient ce genre d'argument, c'est quoi? Le problème, c'est que du coup, et c'est comme dans tout ce qu'on peut approcher plus ou moins de ce qu'on appelle la déconstruction, c'est peut-être un mot que vous connaissez, qui a pour vocation à questionner l'histoire de nos représentations. C'est ça ce qu'on appelle déconstruction. Ça n'a rien à voir avec la destruction.
C'est juste une opération d'historicisation de nos représentations. L'essentiel de ce qu'on fait dans ce cours relève de la déconstruction dans cette mesure. Le problème, c'est, oui, mais alors, il faut quand même bien être capable de rendre compte de la différence qu'on observe entre les animaux humains et les animaux non humains. Il y a quand même il y a quand même des différences. Et donc, c'est comment est-ce qu'on la maintient, comment est-ce qu'on la célèbre plutôt que de la diminuer. Et il y a plein de manières de la penser. Moi, une de celles qui m'intéresse le plus, et bon, disons, il y a toute une partie de l'anthropologie qui s'est intéressée à ça, c'est le fait qu'on est debout. C'est-à-dire qu'on est on tient sur un tout petit bout de nous-mêmes. Et ça, c'est très bizarre, mais c'est quasiment unique. Il y a quasiment aucun autre vivant qui tient sur un aussi petit bout de lui-même. Les kangourous? Ben non, ils ont un polygone de sustentation, comme on dit, en physiologie, énorme, les kangourous. Déjà, ils ont des pattes très très larges, comme vous le savez peut-être, mais surtout, ils ont une très très longue queue qui leur permet de s'équilibrer. C'est-à-dire, ils tombent vers l'avant, mais ils tombent aussi vers l'arrière en même temps. Je suis contente que tu aimes le polygone de sustentation. C'est le terme technique pour décrire ça. La polygone de sustentation, c'est la petite zone projective sur le sol qui correspond à l'endroit où vous êtes à l'équilibre. Hein? Et chez nous, c'est très petit. Si tu es debout, c'est très, très, très petit. Les oiseaux aussi sont bipèdes. Donc vous me diriez, mais ils sont sur un tout petit bout d'eux-mêmes, mais pareil comme les kangourous, ils ont des très grandes queues. En fait, bon, les oiseaux sont des dinosaures, hein, fondamentalement, donc n'oubliez jamais, les dinosaures n'ont pas disparu, ils se sont juste transformés en oiseaux. Les tortues, c'est des dinosaures, les tortues. Oui, alors ils se sont aussi transformés en tortues. C'est moins impressionnant. Et on en voit moins. Reptile, hein. Oui, c'est vrai. Mais comme on en voit moins, c'est moins évident, ça paraît plus, tu vois. Alors que si tu penses que tous les oiseaux sont des dinosaures. Je crois pas que les reptiles soient des dinosaures. Ça fait des. Oui, c'est vrai que c'est pas techniquement des dinosaures, c'est un phylum. Ouais. C'est pas un phylum hérité, c'est un phylum commun. Ils proviennent d'une même branche. Mais il y a certains reptiles qui sont des dinosaures, je crois. La tortue. Mais en tout cas, les oiseaux sont des héritiers directs des Archaeopteryx, donc aucun doute là-dessus. Bref, excusez-moi, tout ça n'a rien à voir avec rien. Pour dire que il y a une sorte de spécificité physiologique et motrice de l'être humain, c'est qu'il marche debout et que je sais pas comment dire, sa pronation, c'est-à-dire sa manière d'avancer dans le monde, se fait de manière perpendiculaire à son tube digestif. Et ça, c'est un truc assez bizarre. Et on marche de manière perpendiculaire à notre sens de la digestion, ce qui est quasiment le cas d'aucun autre vivant. Quasiment tous les autres vivants marchent et mangent le monde en même temps, enfin dans le même sens. Et nous, on a ce truc bizarre, c'est qu'on est perpendiculaire à notre... Vous voyez les poules, dès qu'elles avancent, vous voyez les poules, elles sont dressées comme ça, mais dès qu'elles avancent, elles se couchent. C'est très drôle à regarder. Et enfin, elles reprennent l'horizontale. Et pareil, enfin, tous les oiseaux, mais je pense aux poules parce que j'en ai à la maison. Mais, donc, quand elles avancent, elles se penchent. Et vous voyez quasiment tous les gros animaux comme nous, les mammifères, les poissons, etc. Hein, on connecte la pronation, c'est-à-dire l'avancée dans le monde, et la digestion, en termes vectoriels en tout cas. Alors là, voilà, un truc bizarre que les humains font et que les autres font pas, c'est que nous sommes perpendiculaires. Ce qui peut avoir plein d'implications métaphysiques, on pourrait dire, sur nos représentations, notre manière de faire. Une bonne manière de penser, enfin la manière la plus séduisante que je connaisse de penser l'animalité humaine, c'est de dire qu'on est des primates qui chassent. Ce qui est un truc hyper bizarre, parce que en termes d'évolution, c'est une diffraction qui n'existe pas trop.
C'est-à-dire généralement. Alors attends, qu'est-ce que ça veut dire qu'on est des primates? Les primates, la caractéristique première, c'est la socialité. C'est-à-dire c'est des gens qui vivent ensemble, quoi, qui aiment vivre en groupe, quoi. Une des caractéristiques premières des chasseurs, je veux dire les grands fauves, les choses comme ça, hein, les grands, ce qu'on appelle les grands prédateurs, enfin les gens dont la particularité est de préder d'autres proies, c'est au contraire d'être assez peu sociaux, de ne pas avoir des fortes relations sociales. Fait exception le loup, et c'est pas un accident dans notre proximité avec cette bête-là. Et du coup, là, c'est intéressant parce que ça devient une affaire de proximité, d'affinité plutôt que de différence. Mais voilà, donc nous sommes des êtres sociaux qui, en même temps, avons développé des savoirs très profonds sur les autres vivants que ceux de notre espèce. Parce que c'est quoi être un prédateur? Être un prédateur, c'est savoir plein de choses sur d'autres que nous, d'autres que soi. Oui, parce que sinon, tu ne peux pas préder. Hein. Si tu connais pas, si tu n'as pas une capacité à la sympathie hyper forte pour ta proie, tu es incapable de la consommer, de la suivre, de la pister, etc. Donc, tu as besoin d'une très forte dose empathique interspécifique. Oui. C'est comme si le savoir était lié intrinsèquement à la mort d'autrui, quoi. Un peu. Oh, là, tu le dis de manière particulièrement tragique. Largement, mais oui. Mais bien sûr, enfin, je pense que c'est très difficile de penser le savoir sans le rapporter à la consommation, pour le dire très simplement. La consommation, mais pas forcément au sens de la société de consommation, mais plutôt de la consomption, enfin de l'articulation à soi, de l'ingestion, des choses comme ça, avec toute la part destructrice qui est en jeu là-dedans. Enfin, très certainement. C'est très difficile. Enfin, je sais pas. Pour moi, je pense que c'est difficile de penser le savoir sans penser une part destructrice de la chose qu'on connaît. Ce qui, métaphysiquement, a des implications assez fortes sur qu'est-ce qu'on fait là, qu'est-ce qu'on est en train de faire. Est-ce qu'on n'est pas en train de détruire les trucs dont on parle? Mais, et sans doute en un certain sens. Sans doute en un certain sens, je suis en train de détruire une partie de ce dont je parle. C'est-à-dire que je suis en train de le relier à moi, à nous, collectivement, d'une manière qui n'était pas sa propre voix. Hein. Donc, je le tire vers moi. Alors, donc, prédation implique connaissance profonde de l'autre espèce ou des autres espèces. Oui, c'est une des implications. Mais la socialité veut dire, la chose de la socialité, c'est connaissance profonde, non pas des autres espèces, mais à l'intérieur même de l'espèce, à l'intérieur du groupe social. Oui, c'est ça, être un être social, un être qui fonctionne en société, c'est avoir une passion, enfin un certain savoir sur les autres. Alors, vous mélangez ces deux trucs-là, ça fait un truc très bizarre. Vous faites un prédateur social. Vous faites quelqu'un qui est capable d'utiliser l'acuité perceptive qui est impliquée dans la chasse, mais pour l'utiliser dans la relation à l'intérieur de l'espèce, qui va donc être capable de pointer, d'avoir une sorte de finesse intellectuelle, perceptive, cognitive, sur les petites différences qui caractérisent la société dans laquelle il se trouve. C'est ce qui fait que voilà, on a un certain nombre de primates qui sont aussi des chasseurs, hein, on n'est pas les seuls, qui ont effectivement qui peuvent passer des heures, l'essentiel de leur temps, dans la relation sociale. C'est le cas des gorilles, des macaques, des bonobos, etc., qui sont mais totalement, enfin, je sais pas, 80% du temps impliqués dans des conflits, des amours, des dragues, de prendre soin, etc. C'est vraiment voilà, comme nous, quoi. Enfin, je veux dire, l'essentiel du truc qu'on fait, c'est en relation avec d'autres vivants humains, quoi. Oui, Zo. Du coup, si jamais, enfin peut-être que c'est moi qui pars un peu loin, mais peut-être que si jamais on est dans cette espèce de système où on cherche à chasser ce qu'on connaît parce qu'on cherche à le connaître tellement pour pouvoir le chasser ensuite, mais en fait, on passe notre temps aussi à réfléchir sur nous-mêmes et sur notre propre espèce. Donc, est-ce que ça ne rejoint pas quelque part une sorte de peur du cannibalisme, le fait de vouloir se consommer soi-même?
Ah, bien sûr, enfin, je veux dire, moi, enfin, l'humanité est cannibale par essence, mais ça, c'est vraiment, enfin, je crois que, non, c'est pas ça que je veux dire, mais je veux dire, le cannibalisme, c'est un des traits caractéristiques de ce que c'est que comprendre, en fait. Il y a un très beau roman, pardon, je vais encore faire un détour. Ça va, vous me détestez pas à faire des détours aussi Non, c'est massifs? très bien. C'est très Ok, bien. cool. Je suis pas toujours sûr. Euh, Enfin, il y a toutes les vidéos noires qui sont en train de dire putain, j'en peux plus. Mais évidemment, comme on ne sait pas ce qui se passe derrière leur caméra, on n'en saura rien. Merde, j'ai totalement perdu le fil de ce que j'allais dire. Cannibalisme, Le Un cannibalisme, roman. un roman. hein? Un Ah, roman. un Très beau roman. roman. Oui, un très beau roman qui s'appelle Stranger in a Strange Land. Alors, je sais plus comment s'appelle, c'est quoi la traduction en français. Je l'écris parce que c'est un titre en anglais. De Robert Heinlein. Ah, voilà. Ilona, merci de réagir pour nous. Excusez-moi, on fait des... Oui, c'est sûr, ça fait beaucoup de parenthèses et beaucoup de bifurcations. Ouais, je comprends que ce soit pas Et facile. c'est que le contenu est très très dense. Ça arrive de tous les côtés. J'en peux plus. Merci Ilona. Je suis sûr que Ilona n'est pas toute seule. C'est important, il y a deux choses. C'est que certaines d'entre nous avons un plaisir à l'ébullition des idées et la surenchère des connexions. Voilà, Et pour d'autres d'entre nous, c'est particulièrement désorientant parce qu'il n'y a pas de construction. C'est plutôt des bulles qui partent un peu partout. Et qui, enfin, pour moi, j'ai l'impression que tout ça est très cohérent et c'est exactement la même idée. C'est une seule idée, c'est celle qu'on essaye de défendre, à savoir, on veut essayer de comprendre en quel sens nous et la nature, c'est la même entité, en quel sens nous pouvons nous dire être du côté de la nature. Et comme on essaye de comprendre ça, on essaye de construire ça depuis un des traits où nous sommes des êtres naturels, à savoir notre animalité. Donc on essaye de comprendre notre animalité. Et alors, du coup, ça nous amène à tirer plein de tiroirs, mais ça, c'est les effets des questions et des questionnements Parce qu'on que se c'est des pose. connexions qui se font pas assez rapidement. Et Mhm. bah, du coup, j'entends, j'écoute, mais la moitié s'envole. Ouais, ouais. Cela, comme ça. Oui, oui, oui. Ouais. Oui, j'adore. Ah, voilà, c'est le brain fucking. Comme c'est un ami chorégraphe qui dit ça comme ça. C'est vraiment se faire retourner le cerveau, quoi. Mais en fait, ce dont témoigne Ilona, on fait une petite pause là pour arrêter l'emballement et essayer de. Ce dont témoigne Ilona, en fait, c'est de quoi? C'est du fait que le langage dans lequel nous pensons nous conduit à créer des séparations entre ces entités. Et du coup, l'acte de les rassembler fait presque du mal, fait du mal à nos connexions neuronales. Vous voyez, si on imagine les connexions neuronales comme un certain nombre de chemins qui ont été parcourus un grand nombre de fois par les mots et par nos raisonnements, ben, on se retrouve là à casser ces connexions neuronales répétitives, ou du moins à leur dire non, 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 c'est pas le bon endroit, connecte-toi à autre chose, connecte-toi à autre chose, connecte-toi à autre chose. Et donc, on est en train de faire, Sartre disait, casser les os dans le crâne. Je trouve ça très joli, parce qu'il y a vraiment cette image-là qu'on est en train de restructurer le contenant même pour le cerveau, si vous voulez, même si évidemment ça ne se passe pas que dans le cerveau. C'est comme si on disait non, non, on pense pas dans la mode, on pense pas dans la bonne boîte. Donc, voilà, donc c'est pour ça que ça peut être désorientant. C'est chouette que c'est aussi lié au fait que je fais pas un cours bien structuré. Si je faisais le cours bien structuré, a priori, j'espère que ce serait compréhensible.
Mais voilà. Donc, c'est chouette, on a plusieurs branchements neuronaux dans cette, et pas seulement neuronaux, hein, cognitifs, des manières cognitives d'exister entre nous, hein, qui font qu'il y a différents rythmes qui satisfont certains plutôt que d'autres. Oui, c'est rassurant et une bonne chose. Du coup, il y a nécessairement un peu des moments où certaines s'emmerdent, d'autres sont désorientées, et puis on progresse doucement. Et comment on progresse doucement? Tant que certaines continuent d'interrompre et de signaler qu'il y a d'autres manières de percevoir. Oui, et c'est très bien, on n'est pas pressé, on n'a rien à savoir de... Enfin, on n'a rien à obtenir de plus que de passer du temps ensemble. Donc, autant que ce soit vraiment ensemble et pas moi toute seule qui fait ma présentation sur les sorcières. Même si je suis sûr que mon cours est très intéressant. Enfin, j'espère. Ok. Je conclus un petit peu cette parenthèse sur l'animal que donc nous sommes. On disait un prédateur eusocial, c'est-à-dire une créature qui n'est pas unique, hein, les dauphins, les loups ont aussi ces caractéristiques-là, une créature qui est passionnée par les autres créatures, qui a vraiment un savoir très divers sur les autres créatures, et en même temps qui est passionnée par sa propre espèce. Oui. Et donc qui applique les capacités cognitives de la prédation à la socialité, oui. Donc qui fait de la prédation intra-espèce, et pas inter-espèce, intra-espèce. Donc elle fait de la prédation intra-espèce, ça veut dire elle va se mettre au pistage de l'autre. Oui. Et donc ça, on peut le reconnaître dans à la fois la recherche de partenaires amicaux ou amoureux. On peut le reconnaître dans la passion pour la discussion, les choses comme ça, enfin, être excité par ce genre de trucs. C'est comme si on fait de la prédation, et c'est même, ça c'est un argument qui est fait dans un bouquin dont je ne retrouve pas le titre, c'est pour ça que je n'ai toujours pas mentionné. Nous n'avons qu'une seule terre, de Tom ou quelque chose Shepard. Je vais l'écrire là. Dans Nous n'avons qu'une seule terre, ce Shepard dit quelque chose comme en fait, à un moment, on devient tellement. On a un tel plaisir de la prédation intra-espèce qu'on en vient à faire de la prédation pour les idées qui proviennent de l'espèce, et plus seulement pour les autres, mais pour les choses qui viennent dans leur esprit. Mais c'est toujours la même sorte de prédation. Mais de l'autre côté, maintenant, il faut imaginer qu'il y a, évidemment, on applique la prédation à la socialité. Ça, c'est ce que font les êtres humains et tous les prédateurs sociaux. Mais aussi, on applique la socialité à la prédation. C'est-à-dire, c'est-à-dire quoi? Eh bien, notamment, on applique la capacité à faire famille, à créer du lien, à créer du groupe, mais à celles qu'on mange, à celles qui sont nos proies. Et ça, c'est quoi? Bah, c'est, comme vous, peut-être certaines d'entre vous ont vécu dans des fermes, ce truc très bizarre qu'à un moment, tu finis par bouffer le petit cochon que tu as adopté quand tu avais 8 ans, ou tu vois, la poule avec qui tu as vécu pendant des années, etc. C'est un truc très étrange. Enfin, et ça, dans quasiment toutes les sociétés humaines, on retrouve en fait des manières de convivence et de famille, de tribus, de constitution de tribus, avec les personnes qu'on va manger. Oui, ce qui est très étrange. Les personnes, je veux dire, Emma, les personnes non humaines, oui. est-ce qu'on peut considérer une tribu un espace dans lequel plusieurs membres du genre humain, du coup, s'allient avec d'autres personnes, comme une forme de biome? Une tribu, en quel sens? Entre des êtres humains? Mais enfin, oui, on peut dire que c'est
la constitution d'un écosystème. Le partenariat social, c'est la constitution d'un écosystème. Ne serait-ce que, de toute façon, si tu te mets à vivre avec quelqu'un, par exemple, très rapidement, les bactéries qui vivent dans vos intestins et à la bordure de vos mains et de vos pieds vont partager le même ADN, vont devenir une grande créature collective. Oui, donc déjà, tu constitues une collaboration interespèce par le seul fait de vivre à proximité de quelqu'un d'autre. Oui. C'est le cas aussi si tu vis avec un autre animal non humain. Alors, si tu vis avec un chien, très rapidement, vos biomes vont fusionner. Enfin, il va y avoir des échanges, il va y avoir des relations entre les deux. Enfin, vos relations vont être des zones de contact entre eux. Oui. C'est quoi bio? C'est un milieu de vie. Ah, ok. C'est un mot grec pour dire milieu de vie. Ok. Voilà. Un milieu de vie, donc en fait, en créant une association, en créant un groupe, une tribu, tu crées un milieu de vie commun. Tu tiens, et évidemment, tu le fais avec les artefacts que tu produis, ou les traces que tu laisses dans l'espace, ou les gestes que tu fais dans l'espace, en coupant des trucs, je sais pas. Voilà. Mais tu le fais aussi via le support, enfin la forme qu'est ton corps et qui tient cadre pour l'autre, quoi. Mais du coup, c'est quelque chose qu'on peut constater dans l'espace ou c'est, on va dire, un environnement psychologique, enfin une sorte de bulle de contact? Je veux dire, c'est matériel. C'est-à-dire là, ce que je dis, okay. c'est vraiment très concret. C'est-à-dire très littéralement, les bactéries qui vivent dans mon intestin, à force de vivre avec toi, vont être les tiennes aussi. C'est-à-dire, ça va devenir une espèce de même société. Enfin, tout ça est l'évidence qu'on connaît maintenant, d'autant plus avec la pandémie, si vous voulez. Et si on vit avec d'autres, on finit par partager un certain nombre d'autres vivants qui circulent en nous, avec nous. Le virus étant un vivant d'un type très particulier ou un non-vivant d'un type très particulier, mais il y a quand même, voilà, tout ça est relativement logique, mais en tout cas, c'est pour dire qu'il y a tout ça venait de l'idée que nous sommes des animaux d'un type un peu particulier. Ben oui, on peut dire ça. On peut dire que nous sommes des animaux qui sommes capables d'adopter nos proies ou de considérer nos proies comme des êtres, nos proies au sens des choses qu'on bouffe. Hein. Je veux dire, c'est pas forcément des trucs qu'on chasse, mais c'est juste les choses qui entrent dans notre système digestif, quoi. On est capable de créer des associations affectives avec ces autres êtres. Ce dont il n'est pas évident que ce ne soit pas le cas pour d'autres vivants. On peut considérer comment les fourmis fonctionnent avec les pucerons, on peut considérer comment je veux dire, au sens, il y a des relations familiales de défense que mettent en place les fourmis par rapport aux pucerons. Elles les protègent, elles en prennent soin, etc., qui reviennent mutadis mutalis, à ce qu'elles font les unes pour les autres. Donc on peut dire là, il y a des formes d'extension, d'accord, du règne social. Voilà, simplement pour dire, on peut dire, ah oui, il y a un certain nombre de spécificités du vivant humain, et à chaque fois qu'on nomme ces spécificités, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire l'effort d'aller retrouver par quel embranchement ces spécificités rejoignent les spécificités d'autres animaux. Et ça, c'est peut-être on s'approche un peu d'une réponse que je voulais faire à Zo et que j'ai pas vraiment encore réussi à faire. Vous avez senti que c'était pas très satisfaisant ce que je disais à Zo au départ, que c'était un petit peu une réponse de Daron. Genre, bah oui, hein. Des fois, c'est quand mais enfin, en tout cas, moi, je l'ai senti. J'ai senti que j'arrivais pas à dire ce que je voulais dire, que j'étais encore un petit peu indécise. Voilà.
Mais si, à mon avis, la question n'est pas... La question en général sur les questions sur le savoir sont rarement intéressantes à trancher en termes de ceci est la vérité et ceci ne l'est pas, au sens de ceci est objectivement ce qui est le cas et ceci n'est pas objectivement ce qui est le cas. C'est bien hein, de trancher ce genre de choses, mais étant donné que que nous ne sommes pas engagés spécifiquement dans des procédures de vérité où c'est oui ou non, et je veux dire des procédures de vérité où c'est oui ou non, c'est des trucs hyper précis. Tu es dans un laboratoire, et tu testes un truc et puis tu vois si ça dit oui ou non, mais c'est hyper limité, c'est tout petit, c'est quasiment rien. Donc ça, là, il y a du oui ou non. Oui, là, il y a du blanc ou non. Mais en fait, l'essentiel des procédures de vérité auxquelles nous sommes confrontés, quand on se pose la question, est-ce que ça, c'est vrai ou pas? En fait, ce qu'on se demande, c'est à quoi c'est utile, à quel projet ça sert, c'est-à-dire c'est une vérité qui n'est pas une vérité représentationnelle, c'est-à-dire qui n'est pas ce que je dis est une bonne représentation de ce qui est. Oui. Nos questions sont plutôt des questions de vérité pragmatique, c'est-à-dire ce que je dis correspond à ce que je fais. C'est très différent. Donc la question, c'est, si tu te poses la question, c'est quoi la différence entre les êtres humains et les autres animaux? La question, c'est, oui, c'est une super question, et qu'est-ce que ça te fait faire? Et si ce que ça te fait faire, c'est les massacrer, ou tu vois, les massacrer sans considération, etc., bah, alors, on peut dire, non, bah, c'est une mauvaise idée. C'est une mauvaise idée, pas parce que c'est faux, objectivement. C'est une mauvaise idée parce que ça fait du mal. Parce que c'est Ça dépend. destructif de milieu de vie, etc. Oui. Enfin, ça dépend de tes axiomes de départ, quoi. C'est quoi les axiomes de départ dans le cas-là? Non, mais par exemple, si on part de ceux de Descartes qui disaient bah, on est comme maître de la nature, là on pourrait le faire et il y aurait aucun scrupule à le faire. Et si on part de Bentham qui dit que même les animaux peuvent éprouver du bonheur, là c'est évident qu'on ne le fait pas. Mais et s'il y a un relativisme moral, tout peut être fait. Enfin, bah, voilà, et donc effectivement, ça pose la question de à quoi tu accordes une valeur. Tu as raison, oui. c'est ça. Si c'est ça que tu appelles un axiome, effectivement, si tu pars du principe que tu as une certaine valeur, la question c'est quelle va être ta procédure de vérité là-dedans? Qu'est-ce que tu veux démontrer? Et si ta question est de dire, en fait, il y a plein. Si ta question est de dire ce que je veux faire, c'est créer les moyens d'alliance entre les humains et les non-humains, poser la question de c'est quoi la différence entre les humains et les non-humains, elle est essentielle parce qu'elle te permet de communiquer avec eux, par exemple. Si tu te poses la question des différences, alors tu peux commencer à produire des communications. Ouais. Si par contre tu te poses la question de comment est-ce que je peux utiliser les autres vivants, la question de la différence est alors une mauvaise question. Parce que ta question, elle va subsumer tous tes résultats de la différence sur l'annulation de leur humanité. Voilà. C'est un peu plus clair. Je pense, enfin, pour le dire encore autrement, je vais le dire d'une manière beaucoup plus simple, mais peut-être pas forcément mieux. Je crois que une bonne stratégie pour répondre à une personne qui dit oui, mais les animaux humains ne sont pas pareils que les animaux non humains. D'ailleurs, de toute façon, la personne ne le dira jamais comme ça. C'est de lui dire, tu as tout à fait raison. Et après, de lui démontrer en quel sens cette différence est une raison de rapprochement plutôt qu'une raison d'éloignement. Ce n'est pas la différence qui est un problème, c'est la raison, c'est la notion de différence qu'on pose au point de départ de cette investigation. Et c'est comment on utilise cette différence, en fait. D'accord. Mais je pense, de toute façon, ça c'est une ruse rhétorique. C'est dès que quelqu'un te dit un truc négatif, tu lui dis oui, oui, et puis après tu lui montres
faut jamais, faut pas dire non à quelqu'un que tu contredis. Sinon, vous êtes dans l'opposition. Tu le retournes du dedans. Et je pense, mais de toute façon, je pense qu'on ne peut pas nier la différence humain-non humain. Je veux dire, sinon, on est foutu. Enfin, je veux dire, c'est tellement difficile, c'est tellement indéniable et manifestement indéniable que tu ne peux pas la nier. Donc, il faut travailler de l'intérieur de cette différence plutôt que contre elle. Ouais. Bon, c'est des petites ruses rhétoriques de détail. Ok, eh ben, on n'a pas du tout réussi à avancer dans le cours. J'ai même pas réussi à commencer le cours. Ça, c'était l'image qui suivait dans mon PowerPoint. J'adore cette image, je la trouve très drôle. J'adore le oik, en fait. C'est sûr. Je sais pas pourquoi il leur fait dire oik à ces personnages plutôt que cuit. Voilà. Mais on sent l'oiseau qui parle. Voilà, c'est Pipou. Alors lui, c'est... Merde. Est-ce que quelqu'un se rappelle comment s'appelle ce type? Alessandro quelque chose? Alessandro Pinocchi, C'est ça. je crois. Alessandro Pinocchi. Ouais. Ah oui, c'est ça. Pardon. Ça m'apprendra à vous. Et donc, Alessandro Pinocchi, il a un super blog qui s'appelle Pintiche, dans lequel vous pouvez suivre ces petites notes assez fines. Il est très proche de la ZAD, il y a vécu. Et une des caractéristiques du monde dont il parle, c'est un monde où la révolution a déjà eu lieu et où Macron, qui est un des personnages principaux, en fait, est un zadiste et auquel la révolution, ça lui manque d'être un zadiste. Enfin, du coup, il est président parce qu'il faut bien continuer, mais ça lui manque de faire la révolution. Donc, il porte des costumes, mais il ne sait pas pourquoi il les porte. Enfin, c'est assez délicieux. Donc là, il essaye de se, vous voyez, il se souvient de la révolution et puis c'est vraiment dur. C'est vraiment dur pour lui d'être un bourgeois parce qu'il est le dernier des bourgeois dans le nouveau monde qui est là pour espèce de symbole de la, je sais pas comment dire, de la rémanence d'une culture à l'état de disparition. Donc c'est une espèce de petite curiosité, un peu comme les indigènes amazoniens, si vous voulez, sont une espèce de curiosité au sein du monde capitaliste. Pintiche renverse la logique et fait que les Occidentaux deviennent un tout petit détail et une drôle de manière de fonctionner qui consiste à, vous voyez, faire de l'élevage industriel ou des choses comme ça. C'est assez délicieux, je vous encourage fortement à le regarder. Emma, Ah oui, merci. Oui. mais comment est-ce possible d'être le seul bourgeois au monde alors que pour pouvoir faire une distinction entre les classes basses et les classes plus hautes, il faut quand même... Enfin, il faut réussir à créer des classes et une seule personne ne peut pas être une classe, non? Oui, tu as tout à fait raison. Enfin, il n'est pas le seul bourgeois au monde, il y a un certain nombre d'entre eux, mais surtout, il a juste les apparences de la bourgeoisie. C'est-à-dire, il continue de mettre des costumes, alors que plus personne. Ça n'intéresse. Enfin, ça n'a plus il n'y a plus de différence. Donc, il vit un peu avec des sortes de. Je ne sais pas comment dire, de mascarade de ce que ça serait que la vie bourgeoise, ou que la vie. Voilà. Mais en fait, il en veut plus personne n'en veut. Il veut plus être président, mais personne veut le remplacer. Et puis, je sais pas, on ne sait pas trop pourquoi, mais il continue d'occuper la position. C'est assez beau. Je vous encourage à les regarder. Et il a publié ça aussi sous forme de BD, mais tout est accessible également gratuitement sur son site internet. Voilà. Eh ben, il est 15h44. On n'a pas fait une once d'avancée sur le cours.